Rebonjour à toutes et tous. On attaque cette quatrième et dernière table ronde de la matinée. Merci à tous les trois d'être là. On va parler de déplacement, de mobilité douce et d'intermodalité. Cyclistes, automobilistes, piétons, bus, tramway, scooters, trottinettes, navettes fluviales, j'en oublie même peut-être. Ces modes de transport s'opposent parfois, se complètent le plus souvent. Ils se combinent surtout au sein d'une même journée, au sein d'un même trajet pour une même personne. Ça, c'est la théorie. En pratique, tout n'est pas parfait. Il y a des conflits, des zones de conflit, des a priori, des zones de frottement, des questions d'usage, d'infrastructure. On va parler de tout ça pour essayer d'assurer une chaîne de la mobilité la plus fluide possible. C'est bien l'enjeu. Pour parler de ces questions, j'ai avec moi trois experts du sujet qui proposent tous des alternatives à la voiture individuelle et à l'autosolisme. Agneta Damy, chargée de communication et relations clients chez Cities Bordeaux. Vous allez nous dire dans un instant de quoi il s'agit. Jean-David Morat, vous êtes directeur général et cofondateur de iDog, un opérateur de scooters électriques. Et Olivier Schneider, vous êtes président de la Fédération des usagers de la bicyclette. Merci à tous les trois. J'excuse Nordine Gendez qui devait être là avec nous, le maire d'Ambarès-et-Lagrave et conseiller métropolitain dédié à l'intermodalité. Il est à l'Elysée avec Emmanuel Macron, invité à la suite des émeutes urbaines. Donc voilà, on a eu du mal à rivaliser avec une invitation du chef de l'État. On fera ça tous les trois. Agneta Damy, on va commencer avec vous. Joyeux anniversaire d'abord, 15 ans de Cities, de coopératives d'autopartage. Expliquez-nous comment ça fonctionne et qui est un peu le profil type de vos utilisateurs. Oui, alors Cities, merci pour les fêtes. Effectivement, on a fêté 15 ans de coopérative la semaine dernière. À Bordeaux, c'est une aventure qui a démarré en 2001 en tant qu'association par des citoyens. Le principe, c'est plutôt que de posséder une voiture, l'utiliser quand on en a besoin. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? On s'inscrit au service. Ensuite, on a accès à un ensemble une flotte de véhicules qu'on réserve à l'avance, qu'on prend et qu'on ramène à sa place quand on a terminé. Et quand on a terminé, elle peut servir à quelqu'un d'autre derrière. Voilà. Le profil type de l'utilisateur et pour quels usages on a recours à Cities et à l'autopartage? Alors les usages sont très variés. On va pouvoir couvrir à peu près tous les besoins de voiture, sauf le domicile-travail. Dans ce cas-là, on conseille vraiment de garder sa voiture si c'est vraiment nécessaire au quotidien de prendre la voiture. Sinon, pour tout le reste, c'est possible. Aujourd'hui, les utilisateurs de Cities, au quotidien, peuvent faire autrement, vélo, marche, transport en commun. Et donc, quand il y a besoin, pour les courses dans le privé, mais aussi pour les rendez-vous pro chez les pros, à ce moment-là, il y a la possibilité de prendre un véhicule. Pourquoi pas le domicile-travail? C'est pas rentable? C'est parce qu'on repose la voiture au même endroit à la fin du trajet? Oui, alors en termes de facturation pour l'utilisateur, nous aujourd'hui on facture le temps et les kilomètres. Donc effectivement, mobiliser un véhicule toute la journée, ça veut dire qu'on va payer toute la journée. Et ensuite, en termes d'usage, ça veut dire aussi que sur place, le véhicule ne pourra pas bouger. Et nous, on propose un système d'autopartage en boucle, c'est-à-dire qu'on prend et on ramène la voiture exactement au même endroit, tout simplement aussi pour pouvoir garantir à la personne qui a réservé un véhicule qu'elle va le retrouver, sachant qu'on propose les véhicules de 4 à 9 places. Si on a réservé un 9 places et qu'on trouve un 4 places, ça va peut-être pas être possible. Il faut laisser la moitié des enfants à la voilà. maison, c'est dommage. Donc voilà, c'est ce système-là qui fait qu'effectivement, on va chercher de la boucle et donc aussi que des trajets pour lesquels on n'aura pas... Enfin, c'est pas un besoin quotidien, quoi. Et ça permet de partager aussi le véhicule. Merci Agneta Damy. Jean-David Morat, vous, on ne fonctionne pas en boucle, on peut fonctionner sur le domicile-travail. Expliquez-nous un peu ce que c'est iDog. Cities est là depuis plus de 15 ans. Vous, ça fait tout juste 6 mois, vous opérez dans les rues de Bordeaux. Oui, bonjour à tous. iDog, effectivement, la société a été créée en 2022 et on a commencé l'exploitation au 1er novembre 2023 suite à l'AMI proposée par Bordeaux Métropole. Donc moi, je représente le free floating. Le free floating est une activité qui a commencé en 2018, si ma mémoire est bonne, sur Bordeaux, avec 50 scooters qui ont été déposés à l'époque. Aujourd'hui, le marché a été encadré, c'est-à-dire qu'il y a eu un AMI, la métropole a sélectionné 6 opérateurs, 2 par véhicule. Donc vous avez aujourd'hui 2 opérateurs pour les scooters
dont iDog, 2 opérateurs pour les vélos et 2 opérateurs pour les trottinettes. Donc effectivement, l'usage peut ressembler à Cities. Sur l'usage premier, nous, pour le coup, c'est plutôt du domicile-travail, hein, c'est un usage quotidien. Donc on a à peu près la moitié de nos utilisateurs qui l'utilisent quotidiennement pour se rendre au travail et pour en repartir. Et ensuite, l'usage regroupe tous les usages qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne, c'est-à-dire se rendre à l'aéroport, quand on arrive à la gare, depuis la gare, se rendre chez soi. Donc c'est un moyen de déplacement qui est très rapide, très efficace. En gros, aujourd'hui, c'est une flotte de 250 scooters sur Bordeaux et Bordeaux Métropole que vous pouvez louer à la minute via une application. Donc c'est vraiment un usage ponctuel. Et il est dans un peu le même esprit, c'est-à-dire que la volonté pour nous au départ, c'était de faciliter la mobilité, de la rendre accessible à tout le monde et surtout qu'elle rentre dans les enjeux de décarbonisation du déplacement. Donc on est sur un véhicule qui évidemment est partagé. Donc l'utilisation se fait de 3, 4 jusqu'à 10 trajets quotidiens par scooter. Et sur un véhicule très léger, on parle de 60-65 kg le véhicule comparé à une voiture où on est beaucoup plus lourd. Est-ce que les trajets, quelle est la durée moyenne? Est-ce qu'ils viennent remplacer des trajets faits en voiture auparavant ou est-ce qu'ils viennent s'ajouter à la mobilité déjà importante? Alors, c'est une des craintes sur le free floating. Moi, je parle spécifiquement des scooters. On est sur le scooter, c'est un véhicule qui vient effectivement remplacer l'usage de la voiture dans la majorité des cas et qui vient également compléter l'usage du transport en commun. On ne peut pas tout faire en scooter, évidemment. Si vous allez acheter un lit, vous n'allez pas l'acheter en scooter. Mais on est sur un usage qui va remplacer la voiture sur les déplacements, notamment domicile-travail, travail-domicile, et également les trajets du quotidien. Si vous voulez aller acheter une baguette de pain, ça a plus de sens de prendre un véhicule qui fait 60 kg qu'un véhicule qui en fait 1 tonne 5. On peut même descendre en dessous de 60 kg, prendre un vélo, par exemple, Olivier Schneider. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le paysage de l'usage du vélo post-confinement et déconfinement? À Bordeaux, on voit une courbe qui s'envole. Est-ce que c'est un constat national? Oui, aujourd'hui, le potentiel du vélo, il est très important en France parce que finalement, dans nos déplacements quotidiens, on a la majorité qui sont suffisamment courts pour, sur le papier, être faisables à vélo. La question, c'est est-ce qu'il y a les infrastructures pour le faire en toute sécurité? Aujourd'hui, vous avez 5% des gens qui sont prêts à faire une partie de leur trajet à vélo, quelles que soient les conditions. Vous avez encore 10% qui ont besoin d'aménagement léger, un logo, un picto vélo au sol ou un coup de peinture sur le trottoir, ça leur suffit. Vous avez aussi 25% des gens qui pour l'instant le refusent. Donc si on fait 5 plus 10 plus 25, ça fait 40. Ça fait 60% des gens qui seraient prêts à faire beaucoup plus de trajets à vélo, mais à condition qu'il y ait de vraies infrastructures cyclables sécurisées et rassurantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre les vélos pliants qu'on peut combiner avec le transport en commun, entre les vélos cargo qui permettent de ramener les enfants, voire parfois des lits, comme ce qu'évoquait mon voisin, même si le lit, le mieux c'est de se le faire livrer tout simplement, ou les vélos assistance électrique pour celles et ceux qui ont des dénivelés à franchir ou qui tout simplement ont peur d'arriver trop en sueur au travail. Aujourd'hui, ce qui va sur le vélo, l'objet vélo et toutes les nouvelles formes de vélo, ce qui va le plus manquer, c'est les infrastructures, autant les infrastructures de circulation que j'évoquais il y a un instant, que les infrastructures de stationnement. C'est-à-dire que si on investit quelques milliers d'euros dans un vélo et qu'on a un trajet qu'on consent à faire dans une infrastructure peu sécurisée ou si on a la chance d'avoir une piste cyclable, le problème, c'est qu'il ne faut pas que le vélo ait une chance sur 10 de disparaître, quoi. Oui, on dit le vélo, mais finalement aujourd'hui c'est les vélos, tant les profils et l'usage sont différents. Comment s'articule un peu cette relation entre l'offre et la demande? Est-ce qu'on crée des pistes cyclables et il y a des nouveaux cyclistes, ou est-ce que les nouveaux cyclistes attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait justement ces pistes qui viennent? Dans un monde idéal, il faudrait d'abord construire des pistes cyclables et ensuite dire aux gens prenez-les pour vous déplacer à vélo. Malheureusement, si on construit une piste cyclable et que dans un premier temps elle paraît vide, et cette piste cyclable a forcément, l'espace public en ville est limité, donc soit on a enlevé de l'espace vert, soit une voie de circulation automobile, soit une voie de
soit du stationnement automobile. En fait, le consentement à créer des pistes cyclables, il n'arrive que s'il y a des cyclistes. C'est pour ça aussi qu'il y a eu en France, il y a une quinzaine d'années, le boom des vélos en libre service, on va dire première génération par rapport au free floating, avec l'arrivée de Vélib, Vélov ou Vécube à Bordeaux. Et ça a quelque part légitimé le fait que le vélo était pas uniquement l'objet du loisir, du sport ou du Tour de France, mais c'était aussi un moyen de déplacement quotidien. Et c'est notamment au lendemain du déconfinement, souvenez-vous, le 11 mai 2020, quand finalement le vélo était le seul geste barrière qui était en même temps un geste plaisir. Et c'est là qu'un certain nombre de nos concitoyens se sont rendus compte que ça faisait des années qu'ils faisaient un trajet en tram ou en voiture, alors qu'en fait ils sont juste à 10-15 minutes de leur point d'arrivée à vélo. Et donc en effet on a une diversification des publics, c'est-à-dire qu'on est passé de ces 5% qui n'ont pas peur aux 10 points supplémentaires qui ont besoin d'aménagement léger. On commence à avoir une partie de ces 60% qui ont besoin d'aménagement correct, qui se mettent au vélo également. Mais plus il y a d'usagers néophytes, non militants, qui font ça juste parce que c'est pratique et bon marché, agréable, et pas parce que c'est de la décarbonation ou bon pour la santé, plus on a un niveau d'exigence important, parce que ces gens-là font pas ça pour sauver la planète, ils font ça pour eux, et donc ils vont pas prendre des risques démesurés. Merci. Un petit rappel, en intramétropole, la part des déplacements, c'est encore une moitié en voiture. 10% transport en commun, 10% vélo et 30% marche à pied. C'est des chiffres, c'est des grandes masses à prendre avec des pincettes évidemment. La gare RER au Bouscat a été inaugurée il y a quelques semaines avec donc un RER, un tram, des arceaux vélos, des vélos en libre service et puis une jonction avec les bus, taxis, cars et même du covoiturage. Est-ce que ce modèle est un peu le modèle à suivre concrètement, quels sont pour vous les freins, chacun dans vos modes de transport, qui dissuadent encore beaucoup de gens d'avoir recours à vos services, à vos modes de déplacement? Alors pour City, je pense le premier frein, c'est d'abord l'image qu'a la voiture dans notre société, qui est encore assez forte. C'est ma voiture, c'est mon espace, c'est ma liberté. C'est encore quelque chose qui est difficilement... c'est difficile d'en sortir. On peut avoir dans l'idée de le faire, mais c'est encore compliqué d'y passer. Et ensuite... Donc là, on est dans l'ordre de la représentation ou du préjugé, plus que dans un obstacle vraiment technique ou financier. Oui, après moi, c'est un avis suite à beaucoup de conversations que j'ai autour de moi. Souvent, c'est le premier argument, c'est oui, mais je vais faire comment sans ma voiture? Il y a plein de solutions. Mais effectivement, un pôle multimodal comme est la gare de RER au Bouscat, c'est la solution parce que techniquement, nous, en tant que service d'autopartage, on ne peut pas exister tout seul. On pourra exister si, effectivement, il y a il y a des pistes cyclables, il y a une offre de transport en commun, c'est dans un écosystème en fait qu'on va pouvoir vivre, mais tout seul, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est difficile de développer l'autopartage dans le milieu rural. C'est parce qu'il y a beaucoup moins de possibilités de faire autrement qu'avec sa voiture, quoi. C'est forcément un choix intermodal, interconnecté avec le reste. Ça peut pas être la seule solution de mobilité. Exactement. Jean-David Morat, pour vous, les freins sont de quel ordre? Est-ce qu'il y a des a priori sur je ne vais pas trouver le scooter quand j'en ai besoin? Est-ce qu'il y a des problèmes plus structurants, réglementaires? Oui, des freins, il y en a quelques-uns. Le free floating, on est sur un mode de déplacement qui est quand même assez neuf, assez nouveau. La preuve, l'encadrement par Bordeaux Métropole date de novembre 2022. Donc le premier frein, il est au niveau du manque de connaissances et d'infrastructures. C'est-à-dire que pour que le free floating fonctionne correctement, on a besoin d'un maillage qui soit suffisant. Ce que j'appelle maillage, c'est-à-dire c'est un nombre de véhicules suffisant et un nombre de places de stationnement suffisant. Pour l'utilisateur, aujourd'hui, la lisibilité, elle n'est pas encore parfaite, elle n'est pas encore optimale. Les règles ne sont pas les mêmes d'une commune à l'autre. Pour donner un exemple concret, aujourd'hui, IDOG, on est dans 17 communes de la métropole. On aimerait bien être dans l'intégralité des communes de la métropole. Ça rendrait notre offre plus lisible et surtout, ça permettrait à l'utilisateur
Ne plus se poser de questions de bon, si j'arrive dans telle ville, est-ce que je vais pouvoir déposer mon véhicule? Est-ce que je vais trouver une place de stationnement pour mon véhicule? Voilà, donc je pense qu'on est dans un mode de déplacement qui est encore neuf. On a besoin d'infrastructures, on a besoin d'accompagnement de la part des institutionnels. C'est ce qui est en train de se mettre en place, le marché est en train de s'ouvrir. On a évidemment beaucoup besoin de l'intermodalité. Comme Cities, évidemment, on ne peut pas exister seul. On a besoin de tous les autres moyens de transport. On est un complément aux autres moyens de transport. Et notre volonté, c'est que justement ce maillage puisse s'étendre un peu partout. De notre côté, le free floating, il a un sens dans toutes les zones urbaines, périurbaines, avec une densité moyenne à forte. Évidemment, sur des densités très faibles de population, notre offre de scooters électriques en partagé n'est pas la solution. Il faut qu'il y ait une forme de rentabilité, que le scooter soit utilisé un certain nombre de fois par jour pour que vous ayez un intérêt à le déployer. Le sens du free floating, c'est que le véhicule soit effectivement réutilisé très rapidement, il est déposé à un certain endroit et repris tout de suite par quelqu'un d'autre. Un bon exemple, c'est les quartiers qui fonctionnent très bien dans Bordeaux, par exemple. Vous avez le quartier Euratlantique, vous avez le quartier Bacalan, le quartier de Brazza, qui en fait sont des nouveaux quartiers qui ne sont pas encore totalement desservis par d'autres moyens de transport. Et justement, le free floating vient là apporter la solution en rendant accessibles ces quartiers et en permettant aux gens de se déplacer de manière très efficace. Merci Olivier Schneider. Dans ces irritants et ces freins à la fois psychologiques, j'allais dire, et puis très concrètement, je me fais voler mon vélo, je ne sais pas où le garer. Quelles sont les préconisations un peu de la FUB pour améliorer l'expérience d'usage non seulement du cycliste, mais du cycliste plus autopartage, plus piéton, plus voiture? C'est vrai que les ingénieurs et tous les spécialistes des transports adorent le concept d'intermodalité. Le grand public ne connaît même pas ce terme-là. Et en fait, ce dont a horreur l'usager, c'est les ruptures de charge. Et donc, il faut tout faire pour lisser ces ruptures de charge. Il faut que le parking vélo soit sécurisé, mais aussi qu'il soit le plus près possible du quai, que ce soit facile, sécurisé, mais facile d'accès, c'est-à-dire avec une billettique intégrée avec celle qu'on va utiliser pour le train ensuite. Et après, évidemment, il y a différents usages. L'intermodalité vélo, soit vous garez votre vélo en gare, que ce soit votre propre vélo, que ce soit restituer un vélo en free floating ou en libre service, soit il y a avoir un vélo pliant parce que vous faites des déplacements très différents tous les jours et donc et vous allez arriver dans une petite gare où il n'y a pas d'offre de location de vélo et à ce moment-là, c'est le vélo pliant qui vous offre la solution. Soit il y a tout un nombre de situations où on a besoin d'un vélo et de l'embarquer à bord. Et donc, il faut avoir accès à l'information. Quelles sont les capacités, dans quelle gare, à quelle heure, quelles sont les heures éventuellement où les trains sont trop bondés pour qu'on autorise l'emport des vélos. Et aujourd'hui, ce qui blesse beaucoup, c'est d'une part cette capacité d'emport qui est trop petite, mais aussi l'information qui est très difficile à trouver. Et pour des trajets longue distance, réussir à trouver quelle est la combinaison de trains pour avoir le droit d'embarquer son vélo dans chacun des trains, font que finalement, la meilleure solution, c'est de prendre sa voiture et d'avoir un porte-vélo à l'arrière, ce qui est absurde, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un état de fait. Et donc, après, par rapport, il faut aussi que la gare soit accessible avec des pistes cyclables. C'est-à-dire que souvent, on nous dit le parking est vide. Alors soit qu'il est difficile, il faut avoir 3 bras, un pour ouvrir la porte, l'autre pour la tenir, et ensuite il faut rentrer. Il y a la question d'infrastructure, on dit des pistes bidirectionnelles très importantes qui prennent de la place. Il y a aussi des points très concrets, très pratiques, de dire une porte automatique, ça permettra de faciliter la vie. Par exemple. Mais du coup, l'importance pour dire de manière générale, c'est d'associer l'usager et de faire ce qu'on appelle du design thinking. C'est-à-dire, comme on n'est pas encore expert dans cette intermodalité en France, il faut passer par des expérimentations, des ateliers avec des vrais usagers. Et avant de déployer à large échelle, il faut prendre quelques cas pilotes et bien se donner les bons indicateurs pour évaluer est-ce que ce qu'on est en train de faire convient réellement à la population qu'on vise. C'est-à-dire que si c'est parfait pour votre serviteur et pour le technicien qui le fait, ça ne sera peut-être pas pour le parent qui emmène des enfants, ce ne sera peut-être pas pour une personne d'un certain âge et autres. Et donc il faut vraiment passer par cette phase d'expertise d'usage.
Et enfin, évidemment, au-delà de tout ce qu'on va faire autour de l'intermodalité, il y a une partie qui est on va dire la démobilité, et donc c'est toute l'organisation des services publics pour qu'on ne soit pas obligé, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que la voiture est très forte, c'est parce qu'on a, dominante, c'est qu'en réalité, les déplacements se font beaucoup en boucle. On fait un premier déplacement pour déposer l'enfant à l'école, puis un deuxième pour faire une formalité, et c'est à la troisième qu'on arrive sur le lieu de travail. On a encore une course à faire sur le retour. Et aujourd'hui, c'est l'organisation du territoire qui doit permettre de faire les choses autrement qu'en voiture. Ça passe à la fois par des tiers-lieux ou des coworking. Comme ça, on peut télétravailler 2 ou 3 jours par semaine tout en ayant des pseudo-collègues dans l'espace de coworking et avoir un endroit accessible à vélo. Alors que si on ne se dit c'est que le transport qui va régler les problèmes de mobilité, on se met un peu le doigt dans l'œil, parce qu'il faut se poser la question des raisons qui nous amènent à nous déplacer. Et c'est en faisant autour de la marche et du vélo au niveau de l'urbanisme qu'on fera en sorte que toutes les solutions que nous représentons autour de cette table pourront être crédibles. Tant qu'on va créer des CHU à l'extérieur des villes parce que c'est là que l'immobilier est moins cher, finalement on va dire tous ceux qui ont une voiture sont quand même privilégiés, c'est eux qui pourront se déplacer plus facilement. Donc il faut vraiment ne pas se focaliser uniquement sur le déplacement, mais sur l'aménagement, effectivement. Tous ceux qui ont une voiture, est-ce que vous constatez un effet générationnel? Vous parliez, Agneta, de l'attachement à la voiture individuelle ou au scooter individuel, peut-être. Est-ce que dans vos usagers, vous avez des tranches d'âge qui se démarquent nettement, ou dans cette habitude nouvelle un peu? Oui, alors chez Cities, il y a une majorité de personnes qui ont déjà vécu donc, la voiture possession et qui ensuite, après réflexion, ont décidé de passer à la voiture partagée. Et ensuite, il y a une nouvelle génération qui soit n'a pas envie de passer le permis, donc de toute façon ne viendra pas s'inscrire chez Cities, ou alors passe le permis mais refuse de posséder sa voiture et donc du coup va rechercher des solutions. Et effectivement, c'est 2 profils qu'on retrouve beaucoup chez nos utilisateurs. Sur les 30-40 ans sont le cœur de cible. Oui, tout à fait. D'accord, très urbain. Jean-David Morat, de votre côté? Alors, on a un public qui est évidemment assez jeune. On a essentiellement des jeunes actifs, donc entre 25 et 35 ans, et également des étudiants. Donc on est sur, encore une fois, un mode de déplacement assez neuf. Donc tout passe par une application. C'est un déplacement qui s'adresse à des gens qui effectivement ne possèdent pas leur voiture la plupart du temps, ou qui en tout cas ne souhaitent pas l'utiliser. Donc sur la cible, on est jusqu'à une quarantaine d'années, 45 ans. On travaille énormément à démocratiser l'usage du 2 roues. C'est un des freins, on en parlait tout à l'heure, mais un des freins, c'est la méconnaissance des 2 roues et le manque de formation. Donc on organise par exemple tous les mois des sessions d'initiation aux 2 roues pour essayer de former les gens et que les gens n'aient pas cette crainte du 2 roues et justement apprennent à rouler en ville en 2 roues. Donc voilà, il y a encore besoin d'éducation et on y croit beaucoup. Olivier Schneider, le vélo, c'est générationnel ou pas? Je vais commencer sur la voiture. Vous avez vu qu'une des propositions du rapport de la Première ministre sur la jeunesse, c'est l'abaissement du passage de l'âge du permis à 17 ans. Et donc on a vraiment une rupture territoriale, enfin une fracture territoriale entre les territoires, comme moi je suis brestois, les Brestois de 17 ans comme mes enfants ne passent pas le permis, mais leurs copains qui habitent à 10 km de Brest, eux, ils ont applaudi dès qu'il y a eu le permis 17 ans. La question ne se pose même pas. Encore une fois, c'est une question d'aménagement du territoire. D'ailleurs, aussi avec l'explosion, entre guillemets, des personnes qui veulent avoir un usage occasionnel et du coup préfèrent le permis automatique parce que pas envie si on roule pas tous les jours, apprendre à gérer l'embrayage, etc. Et c'est vrai que côté vélo, on a besoin d'une génération vélo. C'est pour ça qu'un de nos programmes s'appelle Génération Vélo. Parce qu'on va accompagner les écoles pour déployer en CM1, CM2 principalement, de 6 à 11 ans, l'apprentissage du vélo dans un programme gouvernemental qui s'appelle Savoir rouler à vélo. Et l'idée, c'est à la fois qu'ils aient l'habilité, la connaissance du code de la route,
Ça, c'est le b.a.-ba. Mais en réalité, il y a 2 autres facteurs qu'on oublie trop. En fait, il faut qu'eux aient envie de le faire, parce que ça ne sert à rien de leur donner un vélo, une piste cyclable, et de leur apprendre à faire du vélo si eux n'ont pas envie de le faire. Et deuxième chose, c'est de rassurer les parents. C'est-à-dire que même si eux savent le faire, ont envie, si les parents ont la peur au ventre, ça ne va pas marcher. Et donc, pour voir émerger cette nouvelle génération vélo, ça passe à la fois par leur fournir un vélo, une piste cyclable, etc. Mais ça passe aussi par, vous parliez du fait que les usages partagés sont nouveaux. Le vélo, c'est pas nouveau, c'est une invention qui a 150 ans, mais néanmoins, le retour en tant que mode de déplacement est quelque chose de relativement nouveau. Et aujourd'hui, le vélo est quand même vu... alors c'est une dualité, c'est à la fois celui du bobo qui habite tellement dans le centre-ville que c'est trop facile pour lui. À la limite, c'est un caprice parce qu'il pourrait tout faire à pied ou en transport en commun. Ou alors c'est le pauvre ou la personne qui s'est fait choper en alcoolémie et qui du coup n'a plus le droit de prendre une voiture. Non, mais, et donc en tout cas, c'est toujours bien pour les autres, mais pas pour moi. J'ai une partie des gens. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est quand même une fracture territoriale avec des endroits où c'est devenu totalement normal. Et pour avoir recirculé à Bordeaux aujourd'hui et hier, il me semble que ça fait partie de ces territoires-là. Mais dès qu'on sort un peu de l'urbain dense, donc l'enjeu, il va être là de ne pas creuser un gouffre entre les urbains qui ont accès à toutes ces mobilités-là et les ruraux. Et c'est pour ça qu'il faut notamment construire, moi j'étais en Allemagne il y a 2 semaines, le long de toutes les nationales, il y a quelque chose qui est un espèce de trottoir cyclable, mais vraiment séparé de la chaussée, pas juste une sur largeur. Et c'est pour ça aussi qu'en France, l'État a lancé un appel à programme territoire pilote qui va permettre non plus aux grandes villes, mais aux villes à taille humaine, voire petites villes, d'également proposer le vélo comme solution crédible. Parce que c'est pas parce que sur le tableur Excel, vous êtes dans ceux dont la moitié des déplacements font moins de 5, 6, 7 km, que dans la vraie vie, ces 5 km sont faisables parce qu'il y a un échangeur autoroutier à franchir, quoi. Donc, vous parliez de fracture territoriale, c'est un sujet qui a été évoqué ce matin lors des questions sur la ZFE. Agneta Damy et Jean-David Morat, est-ce qu'on parle justement de solutions réservées à des cadres urbains, à des bobos de centre-ville qui ont un choix, une palette de transports différents? Ou est-ce que vos services pourraient être soit étendus, soit testés dans des villes plus petites, plus éloignées de la métropole? Oui, ça peut être. En ce moment même, on est en train d'expérimenter dans le sud Gironde. On a installé depuis le mois de mars des stations à Langon et La Réole pour expérimenter et voir comment est-ce que ça peut fonctionner. C'est un service qui a pu être lancé grâce à un partenariat avec Cap Solidaire, qui est une association sur place. Je pense oui, c'est possible, mais effectivement, il faut un vrai accompagnement. Et je pense ce qu'il faudrait aussi, c'est accompagner les gens à réfléchir leur déplacement. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que sur ce trajet-là, comment je peux faire? Vous évoquiez le projet de la FUB, savoir rouler à vélo. On a dans nos locaux, on partage nos locaux avec Colombe qui travaille sur ce projet-là. Elle est là. Et justement, elle a pu tester ce trajet. Effectivement, elle avait un trajet à faire en Sud-Gironde. Elle a pris le train avec son vélo qu'elle a mis dans la Cities. Et ensuite, elle a fait son trajet. Donc, elle a partagé. Et en fait, c'est ça. C'est accompagner aussi les gens à se poser déjà la question. Pas forcément à faire, mais déjà commencer à se poser la question et pour pouvoir derrière faire et optimiser ça et proposer des solutions, bien sûr, pour que ce soit possible. Est-ce qu'il y a un travail de pédagogie à faire là-dessus? Parce que j'ai envie de dire, les gens prennent pas la voiture pour le plaisir, ils le prennent souvent parce que c'est le plus simple ou le plus court ou le moins cher. Bon, pas forcément, mais il faut leur dire, est-ce que vous avez pensé à cette solution? Vélo plus voiture, train plus voiture? Je pense que c'est vraiment un vrai sujet. Parce que pour certaines personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas faire autrement, c'est juste parce qu'elles ne sont pas au courant qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a des combinaisons possibles. Pas parce qu'elles ne se sont pas renseignées, mais parce que tout simplement on n'en parle pas assez et on ne pose pas assez la question. La dernière fois, on discutait avec un promoteur immobilier,
j'ai oublié comment ça s'appelait, il nous expliquait en fait que dans les logements sociaux, souvent la première chose que les assistantes sociales proposent, c'est d'arrêter de louer la place de parking qui est rattachée au logement, parce que ça fait partie des dépenses, sauf que la voiture, ils la gardent. Donc effectivement, ils économisent la location de la place de parking, mais à côté, ils vont se garer sur le trottoir parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où se garer. Donc ça passe aussi par la formation, pourquoi pas, aux assistants sociaux, de peut-être réfléchir et se poser sur les déplacements. Est-ce qu'il y a un besoin de voiture ou pas? Si oui, comment est-ce qu'on peut optimiser? Et sinon, est-ce que l'autopartage ou autre chose pourrait être une solution? Jean-David Morat, on devait avoir le maire d'Ambarès avec nous, qui est une commune qui a une quinzaine de kilomètres de là où on se trouve. C'est peu et beaucoup à la fois. Vous avez eu un trajet IDOG jusqu'à Ambarès. Je crois que vous êtes le seul. Ça raconte beaucoup de choses. Ça raconte que c'est possible. Et en même temps, il n'y en a qu'un sur oui, alors, beaucoup en effet, on a eu un trajet hier soir et on en a un peu plus quand même. Mais oui, en fait, c'est notre ambition. Le free floating, historiquement, démarre dans les hypercentres. Donc démarre sur Bordeaux, intra-boulevard. C'est là qu'il se développe, c'est là que les gens apprennent à l'utiliser. Notre ambition, c'est justement de l'élargir au maximum. Aujourd'hui, on est sur 17 communes. Pour parler de communes un peu plus lointaines, Ambarès, Artigues, Saint-Médard. Ce sont 3 communes un peu éloignées par rapport au centre de Bordeaux et qui, paradoxalement, pour Saint-Médard et Artigues, sont des communes qui fonctionnent très bien. Parce qu'en fait, on a des déplacements intra-communes. Les communes étant très étendues, le scooter, la moyenne des déplacements sur nos trajets, nous, c'est une dizaine de kilomètres, entre 8 et 10 kilomètres. Un peu moins sur Bordeaux. Bordeaux, on est plus entre 6 et 7 kilomètres. Dès qu'on en sort, on arrive à une dizaine de kilomètres. Donc, c'est notre ambition d'aller un peu plus loin. Et il y a plein de sujets qui vont nous emmener là. Les ZFE, par exemple, on travaille activement avec Bordeaux Métropole à proposer une solution. Quand vous allez arriver en entrée de ZFE, si vous voulez poser votre voiture, il vous faut un moyen de déplacement pour rentrer dans la ville. Et inversement, pour revenir sur l'intermodalité, un de nos gros axes de déplacement, c'est de dire, bon, mais quand j'arrive à la Gardette, par exemple, au terminus du tram à Lormont, quelle est ma solution? Si je trouve une station avec un scooter électrique, je vais pouvoir aller plus loin et rentrer chez moi en ayant utilisé effectivement 2 moyens de transport et en n'ayant pas émis de carbone à l'utilisation. Est-ce qu'on peut aller à l'aéroport, par exemple, avec les scooters? Exactement, ça a été on est une start-up 100% bordelaise. Alors c'est une de nos forces chez IDOG. On a beaucoup de partenaires, on construit beaucoup de partenariats. Notre intérêt, il est plus qu'économique, il est surtout de développer le territoire et de développer la mobilité dans le territoire. Moi, je suis né à Bordeaux, je vis à Bordeaux depuis toujours. J'ai fait mes études dans le sud-est à Montpellier, mais je suis quand même toujours revenu ici. Et c'est vrai que l'aéroport, ça a été pour moi une interrogation pendant de nombreuses années, puisqu'en y allant en voiture, je devais laisser ma voiture, payer un parking relativement très très cher, le temps que je voyage. Et à mon retour, je récupérais ma voiture et je rentrais chez moi. C'est une vraie solution de pouvoir aller en transport en commun. Le tram est arrivé à l'aéroport récemment et nous on apporte un autre moyen, un complément. Si vous arrivez très tard, par exemple, à Mérignac, ça vous permet de rentrer chez vous même s'il n'y a plus de tram. Inversement, le matin, si vous devez prendre un avion très tôt. Donc voilà, on apporte une solution qui permet de ne pas payer de stationnement et surtout de permettre de décarboner le transport vers l'aéroport. Une question à tous les trois. Vous parliez d'aménagement, Olivier, tout à l'heure. On est en zone très dense. C'est là où l'espace public est le plus rare, le plus disputé entre les différents modes. Les automobilistes vont vous dire oui, vous me prenez une voie sur les quais en ce moment en miroir d'eau. Vous me prenez des places de stationnement chez Cities ou avec les scooters. Comment les choses évoluent sur ce partage de l'espace public? Est-ce que les lignes bougent dans un partage plus équilibré entre la voiture qui a façonné nos villes et les mobilités douces que vous portez? Il faut se souvenir avoir en tête que c'est un peu contre-intuitif, mais si on prend 1 mètre de largeur de chaussée, en fait, on peut passer beaucoup plus de cyclistes sur la même largeur que de voitures. Le plus efficace, c'est le rail, mais on ne peut pas mettre du rail partout. Ensuite, il y a aussi les piétons, mais c'est pour les déplacements courts. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est 30% à Bordeaux. Le vélo est le bon compromis entre la capacité en nombre de personnes par heure et la vitesse moyenne qui sera en moyenne 15, 20 ou 25 selon que c'est hors agglomération ou en ville.
qu'on est en vélo classique ou électrique, et donc, ou assistance électrique. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est surtout connecter les infrastructures entre elles, parce que c'est l'effet réseau qui va faire que on va passer de ces 15% à 75% de gens qui peuvent prendre le vélo. Et ça, vraiment, le message aux automobilistes, c'est de dire, vous qui avez vraiment besoin de votre voiture, votre problème, c'est pas d'enlever une voie pour faire circuler les vélos, c'est de faire en sorte que les automobilistes qui font des déplacements courts et qui créent vos embouteillages, que eux se déplacent autrement pour que vous qui avez un usage légitime de la voiture, dans une cities, pour que vous ayez une circulation fluide. En fait, s'il n'y avait que les gens qui ont vraiment une armoire normande à déplacer ou une personne âgée à emmener à l'hôpital ou une distance longue à faire ou un problème de santé, il n'y aurait pas d'embouteillage. Et d'ailleurs, ce serait aussi très décarboné. Donc, c'est aujourd'hui l'intérêt des automobilistes, c'est que ceux qui font des trajets courts en voiture aient des alternatives attractives à leur trajet court en voiture. Et de stationnement, puisque la voiture prend aussi beaucoup de place en surface. Est-ce que du coup vous prenez des places ou vous offrez des places, Agnetha Damy, chez Cities? Alors, paradoxalement, on offre des places, puisqu'effectivement, par rapport à... C'était une étude de l'ADEME qui a été faite sur l'autopartage. Une voiture en autopartage va remplacer 5 à 8 voitures individuelles. Donc, effectivement, une place de stationnement Cities permet d'en libérer 3 à 4. Donc, ça permet aussi, pour les collectivités, de pouvoir gagner un petit peu plus d'espace pour pouvoir faire des espaces verts comme c'est en train de se faire aujourd'hui à Bordeaux ou pourquoi pas construire des pistes cyclables. Et l'autopartage permet ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une voiture qui va être utilisée au quotidien par plein de personnes différentes. Elles sont au même endroit, donc ça peut être aussi en fonction du maillage. Ça peut être la voiture du quartier, si c'est la voiture qui est juste à côté de chez soi. Pour les plus chanceux, on peut l'utiliser. Donc effectivement, voilà, on fait quand même gagner un peu d'espace. 4 à 5 places par voiture. Il y a combien de voitures du coup disponibles sur la métropole Sur la métropole, aujourd'hui, on a 200 voitures. La semaine dernière, on a inauguré 35 nouvelles stations dans Bordeaux. 35 nouvelles stations, ça représente aujourd'hui 64 places sur la voirie. Donc là, si on calcule le nombre au pourcentage de places de stationnement dédiées à la voiture dans Bordeaux, on ne représente même pas 3%. Très bien. Un mot pour conclure, Jean-David Morat, sur cet espace public et puis peut-être nous donner le nombre, un indicateur du nombre de trajets, qu'on se rende compte un peu de ce que ça peut représenter sur les scooters. Pour vous donner... Alors, au niveau de la cohabitation, j'ai les mêmes contraintes que chez Cities. On est sur une cohabitation qui est en train de s'améliorer, mais sur le stationnement, effectivement, nous, sur la même manière, hein, c'est-à-dire que... Ça a été un sujet pendant longtemps, ça va mieux sur les trottoirs. Effectivement, c'est en train de s'arranger. Alors, le problème n'est pas le même en fonction du véhicule, hein, vélo, trottinette ou scooter. Moi, pour la partie scooter, on est sur un véhicule avec un permis et qui est sur la chaussée, pas sur le trottoir. Et effectivement, une place de voiture peut contenir jusqu'à 6 à 7 scooters qui font jusqu'à 5-6 trajets par jour. Donc, en gros, une place voiture va remplacer une 30 à 40 utilisations, 30 à 40 trajets. Donc l'enjeu, c'est le stationnement. Encore une fois, on travaille beaucoup avec Bordeaux Métropole pour rajouter des places de stationnement liées aux 2 roues notamment et aux véhicules connectés. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'il y a une question éventuellement dans la salle? Derrière moi, non, c'est bon, c'est votre dernier mot. Eh bien, écoutez, on va en rester là. Merci beaucoup pour ces échanges.